Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. This is the largest dark market web place takedown in world history. Des histoires étranges de l'ère numérique. Le Dark Web, un endroit mystérieux mais rempli d'opportunités. Plusieurs y voient la chance d'y faire fortune rapidement, au risque d'y laisser leur vie. Ce fut le cas du Québécois Alexandre Cazès, fondateur d'Alphabet, le plus grand marché noir du Dark Web. Dans cet épisode, nous allons retracer la montée et la chute d'un Québécois pris au cœur d'une des plus grandes perquisitions des autorités mondiales. Sébastien Lévesque, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien aussi parce que ce soir, on a un bon gros sujet. Alphabet, le marché noir du Dark Web. Ça implique un Québécois, Alexandre Cazès, qui a été arrêté en Thaïlande en juillet 2017. Donc, c'est une histoire passionnante. Puis, vous savez, on vous a parlé de Silk Road et de Ross Ulbricht dans l'épisode 11 de notre saison 1. On vous recommande peut-être d'aller l'écouter aussitôt que possible pour baigner un peu là, dans les marchés noirs du Dark Web. Mais moi, j'ai toujours une émotion de tristesse quand je me rends compte que des gens super intelligents utilisent leur intelligence à mauvais escient, puis ça les mène à leur perte, ultimement. Non, effectivement, imagine si cette intelligence-là pouvait servir à autre chose de beaucoup plus utile. Je pense que la société pourrait mieux s'en sortir, effectivement. On vous en dit pas plus pour le moment parce qu'on va vous amener dans toute l'histoire d'Alphabet sur sa fondation, sa genèse. On va vous amener un peu dans la vie d'Alexandre Cazès. Ça va être un épisode vraiment passionnant. Ce fut aussi la plus grande perquisition mondiale au niveau de la cybercriminalité parce que il y a des gens du FBI, de la DEA, mais de Europol aussi qui ont été conjointement là, alliés dans cette enquête-là. Donc, ce fut quand même une grosse enquête. Il n'y a pas eu une tonne d'informations de publiées non plus. Les grands journaux en ont parlé, mais il y a certaines pistes qui ont été un peu moins élaborées, certaines erreurs même que Cazès a commis dans toutes ces péripéties. Et nous, on va revenir là-dessus à Distorsion. Vous nous connaissez, on fait pas juste s'attarder aux grands médias, on fouille, on va dans les bas-fonds du web et on essaie de trouver le plus d'infos possible. Mais on commence tout de suite. On a une bière cette semaine, une bière assez exceptionnelle. Seb, c'est la Ovale. Vous allez sûrement nous en vouloir d'en parler aujourd'hui parce qu'on sait que c'est pas évident à trouver. C'est une bière qui vient de Val d'Espoir en Gaspésie. C'est du champagne véritablement, c'est incroyable. On boit en ce moment la Session du Val qui est une bière à 6%. Donc une bière forte mais d'une buvabilité extrême qui est vraiment très fruitée, très rafraîchissante. On l'adore. Une bonne bière d'automne. On la trouve en quantité limitée, je vous dirais. C'est pas des méga productions que Oval font, mais vous pouvez la trouver dans certains dépanneurs de bière, certaines boutiques spécialisées. Donc, faites des téléphones avant de vous déplacer, peut-être. Assurez-vous. Je sais que généralement, ils partent assez vite, mais en même temps, certains endroits, il en reste peut-être. Donc, un petit trésor caché, cette Ovale. Aussi, si vous voulez nous encourager, vous savez que Distorsion est une production indépendante. Si vous voulez nous offrir une tournée de bière et même de nous faire découvrir des bières, de nous en suggérer, vous pouvez le faire via notre site web sur l'onglet tournée de bière. Exactement. Je tiens à mentionner que vous voyez cette semaine, on n'a pas de la IPA, donc pour nos auditeurs qui s'inquiètent de nos performances sexuelles ou mammaires, parce qu'il y a plusieurs études qui démontraient que les gens qui boivent, les hommes qui boivent de la IPA ont une tendance à se féminiser. Oh mon Dieu! Et on a vu sur le groupe la semaine dernière justement que certaines personnes étaient inquiets pour nous, donc Ils nous l'ont rappelé. Ils nous l'ont rappelé. Donc on aime bien la IPA, mais on varie aussi, comme vous voyez. Seb, on a des shout-outs aussi cette semaine. Oh yeah! On a un shout-out de Hoggle82 qui nous dit « Unique au Québec, une réalisation et une recherche de haute qualité.
Merci beaucoup, Hoggle82. C'est une review 5 étoiles sur iTunes, je présume. Oui, exactement. Et aussi, on voulait faire un shout-out à tous nos auditeurs européens, en fait, qui augmentent en grand nombre. Là, on le voit par nos statistiques. On a de plus en plus d'amis français qui nous écoutent. Écoute, ça nous fait tellement plaisir de savoir que notre audience rayonne en dehors du Canada, dans la francophonie. C'est vraiment, sincèrement, moi, ça me flatte. Et je trouve que c'est signe que notre podcast est international. C'est vrai. Dans la francophonie. Je rigole un peu, non, mais sincèrement, c'est vraiment bien. Puis n'hésitez pas aussi à passer le mot. À passer le mot, oui, amis français, oui. Et venez sur le groupe de discussion aussi sur Facebook. Rien de mieux que ça pour venir discuter avec d'autres fans québécois et francophones de Distorsion. Absolument. Seb, tu nous as fait aussi un petit sondage là, justement sur le groupe de discussion au sujet du Dark Web. Oui, on voulait justement savoir, j'étais un peu curieux à savoir qui parmi nos auditeurs ou si les gens y allaient vraiment sur le Dark Web ou enfin un peu voir là, si des gens sont déjà allés une fois au chalet justement ou jamais ou régulièrement. Grosso modo, je vous dirais que globalement, la majorité des gens ne sont jamais allés sur le Dark Web. Je comprends pourquoi, parce que le web de surface, pour les besoins du quotidien, je crois qu'il répond un peu à tout ça. Il y a eu quelques personnes qui sont allées une seule fois au chalet, donc moi et Émile, entre autres. Il y a eu, sur l'ensemble des votes, je vous dirais peut-être une cinquantaine de personnes, il y a eu trois ou quatre personnes qui disent y aller régulièrement. Donc, on a un faible pourcentage, là, 5-7% de nos auditeurs, là, si on veut faire une moyenne, qui sont allés sur le Dark Web. Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'histoire d'Alphabet? Oh yeah! Allons-y. Au cours de la dernière année, un membre du forum du site de Rouge V, appelé Romeo, attire l'attention au sujet de son train de vie en Thaïlande. Donc, Rouge V, c'est qui ce gars-là? C'est un blogueur dont le vrai nom est Dariush Valizadeh. C'est un blogueur de 38 ans qui est aussi reconnu comme étant un pick-up artist. Tu sais, Seb, les pick-up artists, c'est un peu ceux qui vont écrire des livres, donner des conférences sur comment attraper des filles facilement dans les bars. Lui, il se spécialise dans le tourisme sexuel, donc il a écrit des livres sur comment attraper des filles dans différents pays. C'est pas, on s'entend que c'est très controversé comme personnage. Lui, il est reconnu pour avoir tenu des propos misogynes à maintes reprises. Il affirme être en faveur même du viol lorsque nous sommes sur une propriété privée. Donc, tu vois le genre de façon de penser. Non, il prétend même que le féminisme a affaibli les hommes, créant des hommes de type androgyne, c'est-à-dire qui ont de la difficulté à conquérir les femmes et à avoir une vie sexuelle épanouie. C'est un peu particulier. Il devait faire une conférence justement à Montréal en 2015, mais il y a eu une pétition canadienne, je sais pas si vous vous rappelez, qui a été signée par plus de 38 000 personnes, puis que ça a réussi à faire annuler la conférence. Donc, on voit le pouvoir du peuple aussi, du gros bon sens, des fois, peut avoir une influence positive, parce que, je veux dire, des influenceurs comme ça, on n'en a pas vraiment besoin, je dois dire. On pourrait s'en passer. Exact. Donc, ce membre du forum se nomme Romeo, et puis ce gars-là, Rouge V, en fait, il a une communauté qui est très engagée, qui est reconnue pour avoir trollé des féministes en ligne sur Internet. Et puis, il y a plus de 20 000 personnes qui fréquentent son forum. Romeo, lui, de son côté, c'est un participant qui était très actif. Il possédait un compte Gold, donc un compte payant sur le site, qui lui donne droit à des privilèges. Puis, il poste assez souvent. Et il parle surtout de sa vie de prince, là, puis de son train de vie qu'il mène en Thaïlande. Il décrit souvent son train de vie sexuel là-bas, comment les Thaïlandaises sont faciles à conquérir, qu'elles aiment les voitures sport et surtout qu'elles n'ont pas trop d'ambition. Donc c'est ce qu'il aime particulièrement. Il se serait marié justement avec une Thaïlandaise vierge avec qui il aurait eu un arrangement prénuptial particulier. Sa femme avait une limite de poids qu'elle était obligée de respecter, imaginez, à ne pas dépasser. Et il aurait aussi eu le droit de coucher avec d'autres femmes. Il se décrit vraiment comme un professional cheater, donc un professionnel trompeur, si on veut, qui est très habile aussi dans ses techniques de mensonge.
Les membres du forum sont surtout concernés à propos de ses revenus puis de ses sources là, de salaire. Il prétend conduire une Porsche Panamera et lorsque des utilisateurs le challenge là-dessus, ben il se filme en train de conduire sa Porsche là, à toute vitesse en Thaïlande. Il poste même la vidéo sur le forum. Il prétend posséder plusieurs résidences et sa fortune est due à un investissement en Bitcoin et en autres crypto-monnaies. Donc ça fait vraiment sourciller là, les utilisateurs du forum qui commencent à faire un peu de recherche sur lui puis à creuser un peu plus creux. Il y a un membre du forum qui se nomme La Vida Loca, vous voyez le genre de nom de pseudo que les membres de ce forum-là ont, qui lui commence à évaluer ses revenus selon ce qu'il connaît de ce membre assez actif. Et puis, il en convient que c'est impossible qu'il ait ce rythme de vie-là simplement avec des profits d'investissement en crypto-monnaie. On s'entend que oui, les bitcoins ont augmenté énormément dans les 5 dernières années. C'est sûr qu'il y a bien des gens qui ont fait des profits avec ça. Oui, mais pas... Mais dans le cas à lui, selon son historique de post, par exemple, tout ça s'échelonnait sur environ 3 ans. Donc, c'est assez rapidement pour devenir un millionnaire avec plusieurs voitures sport en Thaïlande. Effectivement, puis même, tu sais, les bitcoins, ça fait pas longtemps que ça vaut si cher non plus. Tu sais, je veux dire, ça fait peut-être un an et demi là, qu'il y a vraiment je vous dirais, une tendance vraiment à la hausse et qui double et qui double et qui double. Mais avant ça, c'était quand même une monnaie. Oui, il y avait une progression, mais c'était pas explosif comme aujourd'hui. C'est ça n'a pas créé des millionnaires là avec tous les investisseurs. Donc, Romeo, lui, est contrarié par cet utilisateur-là qui le challenge, puis il lui répond qu'en fait, il y a d'autres sources de revenus qu'évidemment, il ne souhaite pas dévoiler pour l'instant, surtout pas sur le forum de Rouge V. Son dernier post sur le forum date du 4 juillet 2017. Le lendemain, soit le 5 juillet, le FBI, la DEA et Europol ont fait une perquisition dans une demeure de Phutan Monton en Thaïlande où est arrêté un jeune Québécois de 25 ans du nom d'Alexandre Cazès. L'homme en question est suspecté d'être le maître d'œuvre d'Alphabet, le plus grand marché noir du dark web, qui est estimé à être environ 10 fois plus gros que Silk Road, là, dont on vous parlait, là, qu'on a couvert lors de la saison 1. En fait, Silk Road a été beaucoup renommé comme étant le premier avec sa vision de départ ou sa philosophie que Russell Brick avait derrière. Mais par la suite, après Silk Road, ça s'est pas arrêté là. Hein. Faut pas penser que une fois que Silk Road a été fermé, que tout d'un coup là la paix régnait sur le dark web et qu'il y avait plus de sites de marchandises illicites, puis d'armes à feu, puis de services criminels d'affaires. Ça a continué. Il y a eu plusieurs itérations de Silk Road. Pendant quelques années. Tout récemment, il y avait encore Silk Road 3. On risque de vous en reparler un peu plus tard. Mais Silk Road était reconnu comme étant le premier. Mais par la suite, il y en a d'autres qui se sont développés. Et dans cette foulée-là, il y avait Alphabet qui était devenu vraiment un monstre, là, qui était devenu immense, comme tu dis, qu'on estimait à 10 fois plus grand que Silk Road. Donc, le marché noir du dark web ne s'est pas arrêté après Silk Road. Non, exact. Je veux dire, c'est un peu comme quand on arrête un vendeur de drogue dans la rue, je veux dire, il y en a 10 autres qui vont apparaître. C'est un peu la même chose avec le dark web. On en ferme un, il y en a d'autres qui réouvrent. C'est un peu comme les sites de piratage. C'est un peu la même mécanique. Oui. Pour vous rappeler, Silk Road a été fermé en 2013. Donc, Alphabet, on va vous revenir, là, mais là, on est en 2017. Donc, il y a eu 4 ans. Dites-vous que depuis 4 ans... c'est ça, là, je veux dire, le marché noir n'a jamais arrêté. Oui, là. Exactement. Il n'y a pas eu une pause non, dans la contrebande de drogue et de substances douteuses. Cette perquisition-là, en fait, c'est un rêve pour la police parce qu'au moment de leur arrivée, son laptop était branché en tant qu'administrateur sur le site de Alphabet. Imagine, on se rappelle encore une fois de Russell Brick. Il y avait 2 fichiers d'ouvert, soit la liste des employés de Alphabet, parce qu'évidemment, il y avait des employés, et la liste des actifs de sa femme, Sunisa. Ça a presque l'air d'un scénario de film. La police canadienne et lituanienne a aussi participé à cette perquisition-là, qui s'est déroulée principalement en Thaïlande, mais les efforts dans tout cette opération policière. Merci, ont été internationaux. Il y a eu des gens vraiment de partout. On se rappelle encore une fois, Silk Road, lors de la perquisition, on avait arrêté Russell Brick dans une bibliothèque à San Francisco. C'était important que le laptop soit ouvert et connecté sur le site pour que exactement, pour assembler le maximum de preuves. Donc ici, même scénario, on l'a suivi de près et au moment opportun, on a frappé.
Mais qu'est-ce que c'est au juste Alphabet? Oui, comment ça se compare avec les autres marchés noirs qu'on a vus? Oui, mais Alphabet, comme on vous disait, c'est le plus gros marché, c'était le plus gros marché actuel de drogue. Il a été fondé en septembre 2014. Il est estimé que le site générait des transactions cumulant au total chaque jour des centaines de milliers de dollars. Au moment de la saisie, la DIA mentionnait qu'il y avait plus de 369 000 produits illégaux qui étaient offerts sur le site. Europol, eux, ils disent que parmi ces 369 000 produits-là, il y en avait 250 000 qui étaient de la drogue. Oui, donc c'est surtout ça. C'est surtout ça qui circule sur ces marchés-là. Exactement. Puis sinon, c'est beaucoup des faux papiers, des cartes de crédit, des vols d'identité, des armes, des logiciels malveillants. Mais il n'y a pas... jamais ils ont été vers le meurtre ou il y a pas l'air d'avoir de trucs comme ça, un peu contrairement à Silk Road où c'est un petit peu plus ouvert pour engager un tueur à gages. Effectivement. On nous dit que plus de 400 000 membres étaient inscrits à ce site-là. Il y avait plusieurs employés qui étaient temps plein, qui travaillaient pour Alphabet pour assurer les opérations quotidiennes. Imaginez-vous donc s'il y avait besoin de staff pour driver toute cette chose-là. Alphabet était le plus gros marché du dark web, 3 fois plus important que son plus proche compétiteur qui était Hansa. On va aussi vous en reparler parce que Hansa a été fermé dans la même foulée, dans la même perquisition. Sur le dark web, il y a plusieurs marchés. On parlait de Silk Road à une certaine époque, mais par la suite, il y en a des dizaines. Donc, il y a une compétition qui s'établit entre les différents marchés. Alphabet était vraiment le plus gros, était le numéro 1 au cours des dernières années sur le dark web, le top numéro 1 marché avec le plus de revenus. Il y avait enregistré 1 milliard de dollars en transactions qui étaient toutes payées en crypto-monnaie depuis sa création en septembre 2014, selon une estimation d'Europol. On le sait, les sites du dark web sont vraiment sont surveillés maintenant aujourd'hui par les autorités. C'est plus mystérieux. Non, c'est clair. Et généralement, justement, la durée de vie d'un site web sur le dark web est quand même assez courte. Il y a eu un informateur du dark web qui s'appelait Gwern, lui que justement il possède un blog qui est dédié à des études et des stats du dark web. Son blog est sur le web de surface. Oui. Et il estimait justement l'espérance de vie d'Alphabet à plus de 6 mois. Ce qui est quand même très bon, mais malgré tout, on le voit, ça a duré 4 ans. Et je vous incite, je vous incite à aller voir un peu le site de Gwern. C'est, je crois que c'est Gwern, GWERN.net, probablement, ou même peut-être .org. On vous enverra le lien, mais c'est un site qui est très aride, qui est pas très graphique, mais c'est quelqu'un qui fait des études, je dirais semi-scientifiques et un peu scientifiques sur le darknet, qui va faire des évaluations des probabilités, il va évaluer les durées de vie des différents marchés qui sont là. Il va faire plein d'autres études intéressantes. Donc c'est un genre, on le décrit comme un informateur du dark web, mais c'est aussi quelqu'un qui en fait l'étude du dark web. Donc son blog est très intéressant, même si graphiquement il est c'est du noir sur blanc, mais très très pertinent. Le site n'était plus accessible depuis le 6 juillet, mais a été fermé définitivement le 20 juillet en même temps que Hansa Market par les autorités américaines suite à l'opération Bayonet. Hansa aussi disposait d'un catalogue similaire à Alphabet, quoique légèrement plus modeste d'après les autorités. Donc, il y avait énormément, on parlait de vendeurs et de 369 000 types de marchandises sur Alphabet. Hansa était un peu plus petit. Ouais. Dans les faits, on reviendra en fait parce que il y a eu une stratégie très intéressante au niveau policier, c'est-à-dire que Alphabet a été mis hors service, mais à ce moment-là où c'est arrivé, on savait pas trop, c'était pas clair qu'il avait été perquisitionné par le FBI. Il a été officiellement perquisitionné avec le fameux écran d'accueil qui indique que le site est maintenant sous l'emprise des autorités mondiales, mais ils ont attendu quelques jours voire quelques semaines pour fermer Hansa afin d'attraper les membres qui auraient migré de Alphabet à Hansa naturellement étant donné que c'était le deuxième plus gros compétiteur. La police Dutch avait saisi plusieurs serveurs en Lituanie le 20 juin aussi pour observer la mouvance entre les deux sites. Le 20 juillet, les autorités tiennent une conférence de presse avec des gens de la DIA, du FBI et d'Europol. Moi, j'ai regardé la conférence de presse, la demi-heure. On n'en apprend pas beaucoup, en fait. Je devrais dire,
C'est même un petit peu plate, là. C'est un 30 minutes qui est plutôt long où on fait juste dans le fond se taper dans le dos puis dire bravo à nous tous, puis justement tout le monde est là, t'as le membre des autorités Dutch qui est là, le membre d'Europol, puis on explique à quel point c'est la plus grosse opération qu'ils ont fait dans leur histoire, c'est la plus grande perquisition, même plus grand que Silk Road, mais ils ne décrivent pas vraiment les processus de l'enquête. Ils vont même accorder aucune entrevue. Je sais que Wired leur ont demandé des entrevues. Personne n'en a accordé. Donc, rendu là pour se renseigner sur l'enquête, c'est un peu plus difficile, puis il faut fouiller un petit peu plus. Non, exactement. La seule chose qui est élaborée, c'est la saisie des choses chez Alexandre, entre autres. Là. Donc, mais je sais qu'il disait que stratégiquement, il voulait pas non plus trop en dévoiler. Je pense que ça faisait aussi partie des tactiques, là, dans le fond, pour essayer sûrement de prendre d'autres gens là, qui pourraient agir ou quoi que ce soit. Là. Au cours des dernières années, on le sait, il y a une grosse épidémie d'opiacés, entre autres, là, de fentanyl qu'on retrouve dans la plupart des grandes villes nord-américaines. Je sais qu'on le retrouve en Europe aussi énormément. Il y a eu, on a des problèmes avec les opiacés. On a des problèmes avec justement une génération de médecins qui en a prescrit à énormément de patients en Amérique du Nord. Et on le sait, c'est très fort. Ça crée des dépendances. Ça nous détruit de l'intérieur. Ça rend les gens malades. Pour connaître quelques personnes qui ont eu à prendre des opiacés là, pour traiter différents besoins. Souvent, il vient un point où on arrive en dehors de notre prescription puis qu'on doit en trouver ailleurs. Puis c'est là qu'on tombe dans des drogues comme le fentanyl, par exemple. Et il y a une grosse épidémie aux États-Unis. En juin, le New York Times rapportait qu'Alphabet comptait 4100 offres de vente de fentanyl ou d'autres agents similaires. Un trafiquant du New Jersey qui vendait sur Alphabet sous le pseudonyme de Fent Master a été arrêté après la mort par surdose d'un jeune homme de 19 ans. Étant donné que les policiers sont au niveau de la recherche et de l'enquête pour tout ce qui touche au fentanyl, ils sont tombés sur Alphabet en raison de ce jeune-là qui a fait une surdose du produit dans les rues de New York. Oh oui, ça l'a vraiment levé un gros drapeau au niveau des autorités. Mais les enquêteurs, ils surveillaient quand même ce marché-là là, depuis ce temps-là, sauf que le Alphabet est devenu médiatisé en fait suite à la mort du jeune homme là, justement. Puis c'est là qu'il y a eu beaucoup de plus de pression des autorités pour faire avancer l'enquête. Heureusement pour eux, ce ne fut pas le plus grand défi du monde. On va le voir un petit peu plus tard. Ce fut quand même beaucoup plus simple qu'attraper Russell Brick de Silk Road, oui, comme vous pouvez le voir dans notre épisode 11. La DEA a réussi à remonter jusqu'à Casas lorsqu'il a accidentellement mis sa véritable adresse personnelle Hotmail dans le message d'accueil pour les nouveaux clients de Alphabet. Donc, c'est quand même un peu une erreur de débutant qu'il avait fait, même dans les débuts d'Alphabet. Une fois cette information en main, ça a pris très peu de temps pour les autorités américaines, aussi avec les autorités thaï et les détectives du pays, pour mettre la main sur lui et sur sa femme aussi. Il habitait dans le secteur Tawi-Watana et ils les ont attrapés chez eux là, dans une espèce de méga demeure située là-bas. Une autre de ces erreurs qu'il a fait, qui a permis aussi au FBI de retrouver sa trace, c'est qu'il y a quelques années sur le forum commentsamarche.fr, là, sûrement on a... Mais bien sûr. Tout le monde connaît ce site-là. Là. Je suis sûr que parmi nos auditeurs, quand on google un problème, exactement, on tombe toujours sur ce forum-là et justement, Alexandre était très présent et il participait beaucoup comme geek puis aidant par rapport aux autres. Puis ça, c'était même avant Alphabet. Là. Donc, mais il signait à l'époque Alpha 02. C'était son pseudonyme. Sur Alphabet aussi. Donc, il y a un lien. Il y a un lien, là. Tu sais, la police a quand même fait 1+1 assez rapidement. Donc, on voit qu'il avait un peu deux personnalités sur le web. Autant il pouvait poster des commentaires misogynes sur le forum de Rouge Vie, autant il pouvait aider les gens sur commentsamarche.fr. Donc, un personnage très, très polarisé. Dans l'un de ses messages, qui était daté de 2008, il a même laissé son vrai nom et son email personnel. Ouais, oui. Email personnel étant pimpalex91 à hotmail.com. Donc, on peut même évaluer son âge parce qu'on présume que 91, c'était sa date de naissance. Coup de chance pour les enquêteurs, c'est la même adresse électronique qu'Alphabet fournissait lors de ses débuts en 2014 aux utilisateurs qui avaient oublié leur mot de passe pour le réinitialiser. Donc, vous voyez le genre, là, on a tous vécu une situation où on réinitie un mot de passe
passe. Et là, l'adresse qui l'arrivait, c'était Pimp Alex 91. En fait, tout ça pour dire que c'était pas très très malin de sa part à l'époque d'avoir un peu configuré tout ça. On dirait que pour lui, j'avais l'impression que il devait se sentir un peu immunisé, tu sais, dans le dark web, surtout en 2013-2014. C'était peut-être moins surveillé et médiatisé. Fait que selon moi, il a pas vu vraiment de danger par rapport à ça. Puis il était jeune, donc il a vraiment pas pris aucune précaution. C'est tellement banal comme erreur. C'est la même chose que Ross, en fait. Ross aussi, à un moment donné, il a signé sur un forum, puis avec son adresse et son nom, puis c'est beaucoup plus facile de faire le lien. On le dit souvent à Distorsion, souvent dans plusieurs cas pour les résoudre, ce fut le cas de Russell Brick de Silk Road, mais aussi de Luca Magnotta, et c'est le cas aussi de certains tueurs en série, c'est que souvent pour résoudre des crimes, il faut remonter au temps où les criminels étaient pas bons, au moment où ils étaient poches, parce que souvent, ils deviennent plus doués avec le temps, ils deviennent plus habitués à faire leurs trucs, et puis ils vont user de plusieurs couvertures, mais c'est la même chose. Je crois que Russell Brick avait posté des trucs sur Stack Overflow avec son adresse personnelle. Exact, c'est des choses comme ça. Au départ, c'est difficile à prévoir ce genre de crime-là parce que vu que c'est un crime numérique, il y a toujours des traces initialement qui sont laissées, ne serait-ce que pour avoir une première adresse email, la première adresse qui va te permettre d'en créer plein d'autres par la suite. C'est là souvent qu'il y a des erreurs qui sont commises. Puis Alexandre Cazaise n'en a pas fait moins. C'est une erreur qui remonte à ses débuts qui a un peu causé sa perte. Oui, puis on dirait qu'il se crée pas d'alter ego. Donc, si vous voulez aller sur le dark web, faut comme un peu se créer un alter ego au niveau même numérique. C'est ce qu'ils font pas, ces gens-là. Tu peux pas utiliser le même pseudo que tu utilises sur le web de surface tu utilises sur le web clandestin, là, soyons clairs. Et lui, justement, sachant même que comment ça marche, c'est un site qui est très bien référencé, hein. Lorsque tu l'as dit, lorsqu'on tape une question, quelque chose comme ça, c'est un de ceux qui sort en premier en français. Puis, ayant le même pseudonyme que ce qu'il utilisait sur Alphabet. Ouais, ça, c'est... c'est un peu juvénile. C'est un peu juvénile. Ouais, comme erreur. Suite aux demandes de la justice américaine, le FBI finit par fermer le site Alphabet avec la police thaïlandaise. Celle-ci a fait une saisie de 21 millions de dollars dans la maison de Alexandre Cazaise, ce qui équivaut à peu près à 700 millions de bahts, qui est la monnaie thaïlandaise. C'est tout ce qu'il y avait en possession sur lui. Ils ont saisi beaucoup de crypto-monnaies, un parc automobile. Donc, dans tout ça, il y avait 13 comptes de banque, dont 4 banques commerciales. Il y avait aussi 9 comptes d'épargne à son nom. Même sa femme en possédait 4 comptes de banque avec des millions de bahts aussi qui étaient déposés à l'intérieur. Il y avait des propriétés en Thaïlande. Il y avait 3 maisons luxueuses, dont une à Bangkok qui valait 78 millions de bahts. Il y avait un petit chalet pour passer leurs vacances à Katu, à Phuket, qui valait 16,5 millions de bahts. Il possédait aussi une Lamborghini Aventador. Là, on sait, c'est une voiture, c'est un chef-d'œuvre de voiture. J'ai vu sur certains forums qu'apparemment, elle était peut-être louée. Donc, à clarifier. Une Porsche Panamera, on en a parlé un peu plus tôt. Une moto BMW aussi. Sa femme possédait une Mini Cooper et chacune des voitures aurait été payée en argent comptant. Dans leur portefeuille de crypto-monnaies, on trouve plein de choses. On trouve 1600 Bitcoin, on trouve 8670 Ethereum, 12 000 Monero et 205 Zcash. L'équivalent, en gros, là, à 3 millions de dollars américains ou 306 millions de bahts. Sa femme, qui est Sunisa Tapsuwan Cazaise, elle aussi, elle a tout perdu. Elle aussi, elle possédait une citoyenneté antigua aux îles des Caraïbes. Elle s'est fait tout saisir, donc une villa de 400 000 dollars, 14 millions de dollars en argent thaïlandaise. On en a parlé un peu plus tôt. Et son passeport de l'Antigua a été aussi saisi étant donné qu'elle ne possédait plus sa villa. Le couple était sur le point d'avoir une nouvelle citoyenneté, celle du Chypre, en achetant une villa de 2 millions de dollars, en plus d'avoir payé 1 million de dollars au gouvernement du pays pour, disons, des frais d'administration, là. Bon. Mais tout ça nous amène à
Qui était Alexandre Cazès? Qui était cet homme? Parce qu'il avait 25 ans, en fait, donc très, très jeune au moment de la perquisition. Mais on se rend compte que c'est un gars qui est originaire de Trois-Rivières. Donc, c'est un Québécois. C'est rare que on a des histoires comme ça, quand même, qui touchent des Québécois. On a vu même, en fait, tout récemment, là, que on avait un Québécois qui était impliqué là, dans des cartels de drogue mexicains, qui s'est fait même abattre là-bas. Donc, grosse surprise, mais Alexandre Cazès, c'est un cas un peu similaire, mais dans le domaine du dark web. Donc, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce Québécois d'origine de Trois-Rivières? Oui, il est né en 1991. C'est quelqu'un qui était proche de ses parents et surtout de sa grand-mère. C'était considéré par ses proches quelqu'un de très, très intelligent. Il aurait supposément un QI de 142. Par contre, c'est quelqu'un qui est tout de même introverti. Selon ce qu'on peut dire aussi, il est très habile en sciences et en économie. Et selon son père, c'est un garçon sourd-doué et sans problème. Donc, c'est pas quelqu'un qui, lors de sa jeunesse ou son adolescence, avait tendance à être attiré par le milieu de la drogue ou le milieu des, je sais pas, du crime organisé, là, si on veut. Non, exactement. Mais il a commencé à toucher au monde du hacking à l'âge de 14 ans. Il a même commencé assez jeune à miner des bitcoins, là. Parce qu'on le sait, là, il faut un ordinateur pour générer des bitcoins. Puis à l'époque, c'est quand même une bonne idée de faire ça. Mais ça coûte quand même assez dispendieux. Donc, il décide aussi d'investir dans l'Ethereum là, qu'on vous a parlé, qui est une autre crypto-monnaie. Selon son profil LinkedIn, qui était quand même encore actif, mais qui a été hacké récemment, il aurait complété un deck en informatique de gestion au Cégep de Trois-Rivières et en décembre 2007, il a fondé EBX Technologies, qui est une compagnie basée au Québec à Trois-Rivières, qui offrait des services de conception d'applications web et des services de consultation informatique, là, si on veut. Oui, exact. Même les numéros de téléphone le lendemain de la perquisition étaient toujours fonctionnels. Il y a certains journalistes qui ont essayé d'appeler à la compagnie, mais c'est un peu une coquille vide, là, si on veut. Là. Puis même, en fait, c'est selon son profil LinkedIn que c'était en décembre 2007, mais je suis allé voir au registraire des entreprises, puis le moment où il a vraiment créé l'entreprise, c'est plus en 2008, septembre 2008. Ah, OK. Ben, merci d'avoir contre-vérifié, Seb. C'est toujours bon de toujours... Puis pour son profil LinkedIn, c'est assez drôle. Là. En fait, la personne qui l'a hacké, parce qu'il est toujours là, hein, si vous googlez Alexandre Cazès LinkedIn, vous allez tomber dessus, mais le prénom de la personne, c'est Hacked, et son nom de famille, c'est LOL. Donc, il a été clairement hacké, mais tout le reste est là. Il a un passeport canadien qui tombait à échéance le 11 janvier 2018 et qui a été produit en fait au cours de l'année 2013. Sa première visite en Thaïlande remonterait à 2010. En 2012, il décide de s'installer à Bangkok d'une manière plus permanente, si on veut, afin de se trouver une femme. Lui, il aime bien les femmes asiatiques, selon des témoignages. Et puis, convaincu que les Américaines sont trop ambitieuses, il décide d'aller là-bas pour se trouver une femme peut-être un peu plus facile à contrôler, si on veut. Il commence à apprendre le thaï, puis il commence à gagner de l'argent là-bas, puis à développer sa fortune en Bitcoin. On sait pas. En fait, on sait qu'il développait Alphabet pendant ce temps-là, parce que Alphabet date de 2014. Exact. Mais aux yeux des gens en Thaïlande, c'était le genre de Nord-Américain qui arrivait dans le quartier puis qui conduisait des Lamborghini puis qui menait la vie de prince. Donc même là-bas, il passe pas inaperçu. Il est très les gens le remarquent. Là. Non, exactement. Puis c'est pas quelqu'un de discret malgré tout. Là, je veux dire, il aurait pu la jouer un petit peu plus low profile, ce qu'il n'a pas fait. Là. Exactement. Et il va même épouser sa femme là-bas qui est nommée Sunisa Tepsuwan, qui sera elle aussi là, perquisitionnée, complice dans tout ça. Donc vraiment c'était un peu ça sa stratégie, c'est d'aller trouver l'amour là-bas, puis j'imagine il supposait qu'elle allait être assez loin des autorités en Thaïlande pour mener son entreprise, mais on le verra plus tard, la Thaïlande, c'est pas nécessairement le meilleur endroit pour aller te cacher quand tu fais de la business sur le dark web. Pour la petite histoire d'Alphabet maintenant, parce que là on en a parlé au moment où vraiment c'était gros, mais ça a commencé quand même modestement. Alphabet a été fondé en septembre 2014, mais en fait, c'est là qu'il y a eu la première bêta, là, si on veut, le premier test avec
les internautes. Ça devient officiellement live, donc, en décembre de la même année, en 2014, puis ça va attirer plus de 90 000 membres dans les 3 premières semaines de lancement de la plateforme seulement. Quand même, hein? Au cours de ces 3 ans d'histoire d'Alphabet, en fait, ce qui est très long pour un marché noir sur le dark web, Alphabet va connaître des hauts et des bas. Donc, il y a des moments où ça va être un peu plus difficile, il y a des moments où il va y avoir des crashs, tout ça, et il y a des moments qui vont être très prospères où il va même faire jusqu'à 800 000 $ par jour lors du sommet, là, du pic d'Alphabet, si on veut. Le site va introduire aussi un système de réputation un peu là, comme eBay au cours de l'année 2015. Et on va aussi introduire, on parlait tout à l'heure de ce qui était offert sur Alphabet, c'était surtout de la drogue, même des armes, des cartes de crédit, des choses comme ça, mais il va introduire un système de contrat qui va pouvoir lier 2 parties pour des offres de services divers. Dans une entrevue que Alpha O2, à l'époque on ignore qu'il s'agit d'Alexandre Cazès, mais il a donné une entrevue à Motherboard de Vice, on connaît le site Motherboard qui traite souvent d'informatique. Alpha O2 explique que lui, il ne compte jamais offrir de services de mercenaires ou de mettre des têtes à prix là, sur Alphabet, mais il reste quand même flou sur les services possibles. On insinue donc qu'il risque d'avoir peut-être de la prostitution là, de tolérer sur le site à partir de ce moment-là. À la fin de 2016, le site a décidé de supporter une autre crypto-monnaie qui s'appelle le Monero. Le Monero est un petit peu plus anonyme parce qu'elle utilise, ça s'appelle des tumblers. En fait, c'est une genre de déviation du blockchain qui permet vraiment c'est ce qui fait en sorte que la monnaie se déplace de main en main avant d'arriver du point A au point B. Comme lorsqu'on fait une transaction, elle va aller au point C, au point D, au point E, au point F, elle va revenir, puis là, pour finir dans les mains du vendeur. Donc, ça devient beaucoup plus difficile à retracer, dans le fond, la source initiale, qui a envoyé l'argent. Donc, ce qui donne un peu plus d'anonymité, si on veut, lorsqu'on fait des transactions de ce style-là. Exactement. Et même Alphabet va contribuer énormément à l'expansion du Monero, qui est devenu une crypto-monnaie là, très très populaire maintenant de nos jours, en raison de sa grande popularité sur le dark web et sur entre autres Alphabet, qui était le plus gros marché à cette époque-là. À cette époque-là, il y a 10 employés temps plein payés en salaire. Ouais. En fait, comment c'était structuré tout ça, là, les activités au quotidien? Bon, selon le rapport de justice américaine, en fait, qui ont fait un bon travail, ils ont tous décortiqué la structure administrative, la structure administrative qui gérait le day-to-day d'Alphabet. En fait, il y avait Alpha 02 qui était vraiment l'admin supérieur, là, qui est Alexandre Cazès. Ensuite, il y avait The Snake ou D-Snake, que lui, selon leur dire, gérait tout l'aspect informatique et sécurité de la plateforme. The Snake, il habiterait en Thaïlande. Il y aurait un profil similaire à Alexandre Cazès, en fait, mais un profil au niveau du site en tant que tel, au niveau des droits d'action, si on veut, sur un forum, là. Donc, on est tendance à dire que c'était son bras droit. Il y a même plusieurs rumeurs qui disaient que D-Snake, c'était aussi Alexandre Cazès. Ouais. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, selon les documents du ministère de la Justice, ils considèrent comme étant 2 personnes différentes, mais sur Internet, c'est très controversé, là. Sur Reddit aussi, plusieurs même vont dire que D-Snake, c'était Alexandre Cazès, mais que Alpha O2 vivait en Amérique du Nord au moment où Cazès était en Thaïlande. Donc, c'est très contesté là, qui était derrière ces pseudonymes, mais du moins pour l'instant, on va se fier à la documentation officielle qu'on a. Non, exactement. Il y avait aussi des modérateurs que eux, c'est je vous dirais la division où il y avait le plus d'employés pour gérer le service clientèle et aussi les conflits qu'il pouvait avoir entre les vendeurs et les acheteurs. Il y avait Raspy, Disco, Russo, Botta, Big Muscle, Mountain High 9, que même lui, il est très retraité de ce métier-là. Et le truc, c'est ce que je trouvais particulier, que même dans le rapport du ministère de la Justice, il écrit vraiment que maintenant, c'était un employé retraité de Alphabet. Et le truc intéressant que je trouve, c'est qu'il y avait même un responsable aux relations publiques qui s'appelait Trappy. Ben oui. En fait, lui, il s'occupait beaucoup des relations sur le forum d'Alphabet, sur le dark web, mais aussi, c'est lui qui s'occupait de toute
plaintes ou toute chose qui pouvait se dire sur Alphabet sur Reddit. Et je suis allé fouiller et puis justement, il est encore actif juste avant la saisie. Là. C'est sûr que depuis 2 mois, il ne dit plus rien. Là. Mais justement, il y a des gens un peu qui posaient des questions. Ma transaction n'a pas eu lieu, n'a pas fonctionné. Puis il faisait un service clientèle. Il disait, attends un petit peu, je vais aller voir ou est-ce que tu as fait telle chose. Donc, il offrait un service clientèle sur le web de Surface. Et je suis allé voir, il y a plein sur Reddit. Là. C'est pas caché, là. C'est drôle quand même. Je trouve ça fascinant. Il y a beaucoup de gens même qui avaient des rumeurs que Trappy reprendrait un alphabet, créerait un nouveau alphabet. En tout cas, c'est quand même assez drôle, là. Pour assurer une relève. Exactement. Faut aller vous promener sur Reddit, là. Il y a beaucoup de threads à ce niveau-là. Il y avait aussi un rôle de scam watch, en fait, pour éviter justement du scam ou que entre utilisateurs, les gens ne s'arnaque pas. S'arnaque pas, exactement. Qui s'appelait Onion Hood. Donc, justement, que lui surveillait les tentatives de scam entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, ça faisait le tour, je dirais, du staff. C'est quand même assez drôle, la structure, mais qui est pas une structure qui est différente de tout site de e-commerce. En fait, c'est exactement la même chose. C'est un site de e-commerce. C'est une transaction entre un vendeur et un acheteur. Puis rappelons-nous que Kazais avait 25 ans au moment de la saisie, donc quand même très jeune. Là, pour mener cette entreprise-là. Même s'il a fait certains choix douteux, puis qu'on n'est certainement pas d'accord avec sa façon de voir les femmes et tout ça, c'était quand même quelqu'un d'intelligent qui savait comment driver une business. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est toujours un peu triste quand quelqu'un utilise mal son intelligence de cette façon-là. Non, parce que, excuse-moi de te couper, mais justement, au nombre de transactions qu'il y avait par jour, il fallait que la structure soit efficace tout de même. Là. Il y en avait des milliers et des milliers. Là. Donc, je trouve à la limite que même le 8 à 10 employés, c'est pas tant que ça quand tu regardes le nombre de transactions quotidiennes. Au contraire. Alpha O2, lui, recevait une redevance entre 2% et 4% sur chacune des transactions sur Alphabet. Les transactions, à certains moments, là, vont être estimées, on en a parlé plus tôt, de 600 à 800 000 dollars américains par jour. Donc, assez incroyable. Avant son arrestation, sa valeur tournerait autour de 25 millions de dollars, en plus là pas en plus, mais ce qui inclut les 23 millions là, que les policiers ont saisis là, en biens là, dans sa propriété. Ça fait assez longtemps que les autorités sont sur le cas. En mai 2016, les autorités commencent à monitorer activement le site sous de faux comptes. Donc, c'est vraiment des membres là, de Alphabet. Ils vont même faire venir là, des commandes du site. Ils achètent un peu de tout. Des skimmers pour guichets, de la marijuana, du fentanyl même, de la méthamphétamine, des faux papiers d'identité. Chacune des commandes de drogue reçues était envoyée dans un laboratoire d'analyse de la police pour analyser tout ça. Selon les résultats obtenus, la pureté des produits était de très bonne qualité en général. Donc, Alphabet avait vraiment une bonne réputation. En analysant toutes les adresses d'envoi, ils ont remarqué que généralement, ça provient d'un peu partout aux États-Unis. Donc, les États-Unis sont un grand client. On le sait, au niveau de la drogue, c'est sans doute un des plus grands clients mondiaux. Même pour les cartels sud-américains. Bien sûr. Par contre, il est mentionné que la cocaïne et la marijuana provenaient principalement de l'Est de la Californie, l'endroit où ils faisaient toujours livrer leurs commandes de Alphabet. Ouais, c'est ce que je me demande en fait, c'est que justement, il n'y a pas des territoires qui se sont même délimités à l'intérieur d'Alphabet pour au niveau des vendeurs. Ben oui, exactement, parce que dans la vraie vie, je veux dire, sur le terrain, je suis pas un expert là, mais je sais que quand même tout est une question de territoire aussi. Je me suis posé la question, puis c'est quand même quelque chose qu'ils ont noté justement sur la proximité de ces deux produits-là. D'après moi, il y a quelque chose il y a quelqu'un qui contrôle ce marché-là. Et en janvier 2017, Alphabet va être victime de piratage. On le sait, ces sites-là, ce fut le cas de Silk Road aussi. Oui. À un certain moment, ça devient vraiment la source de pirates informatiques. C'est toujours drôle de voir un peu le dark web se pirater lui-même, là. Mais c'est pas drôle pour ceux qui investissent là-dedans, évidemment. Mais bon, ça fait partie des risques. Puis il y a plus de 218 000 messages privés de plusieurs utilisateurs qui ont été interceptés. Le hacker en question, c'est Cypher
007 et il a publié sur Reddit toutes les failles de sécurité qu'il a trouvées, même avec des captures d'écran, puis des demandes aux utilisateurs d'être prudents. Et puis, il souhaite parler, à ce moment-là, il indique qu'il souhaiterait parler aux administrateurs de Alphabet. Suite à ça, il fut engagé par Alphabet et payé pour même aider ses développeurs à régler le problème. Ils ont annoncé le tout par communiqué de presse sur Pastebin, donc sur le web de Surface. Ouais, je trouve ça vraiment drôle, ça, qui passe par qu'une compagnie du Dark Web passe par Pastebin pour envoyer un communiqué de presse, parce que sur Pastebin, c'est encrypté. En fait, le message est encrypté, donc on peut pas vraiment savoir non plus la source. Je trouvais ça quand même le fun, divertissant, disons, du moins, l'utilisation du moyen de communication. Le 1er juin 2017, il y a un mandat qui est créé afin de trouver vraiment le fondateur du site pour un mandat en fait pour vente de narcotiques, de fausses identités, complot pour fraude, racket et production de faux documents aussi. Le 30 juin de la même année, donc en 2017, c'est là qu'il y a un mandat qui est publié pour arrêter Kazais. Donc, on a trouvé qui était cet homme derrière tous les pseudonymes et c'est là que vraiment, suivant une collaboration entre les autorités américaines et thaïlandaises, la perquisition va être faite dans sa maison. Le 5 juillet, donc un peu plus tard, quelques jours plus tard, la police canadienne, elle, va saisir EBX Technologies, sa fameuse compagnie là, de développement informatique. Et apparemment que c'est là que les serveurs étaient situés, même que deux autres propriétés d'Alexandre Kazais dans la région de Trois-Rivières auraient été perquisitionnées dans la même foulée. Les utilisateurs du côté du Dark Web, en fait, le site est down. C'est ça qu'il faut se dire. Il n'y a pas de message officiel des autorités ou du FBI ou d'Interpol qui indique que le site a été saisi pour cause de crime ou quelque chose comme ça. Donc, les utilisateurs, en fait, sur le Dark Web et même sur le web de Surface, la panique est prise. Là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens ont peur d'un exit scam. En fait, un exit scam, on l'a vu à des dizaines de reprises sur le Dark Web, c'est lorsque un marché, donc un marché noir, comme Alphabet, comme Silk Road, va quitter volontairement et qui va empocher tout l'argent qui a été mis dans les portefeuilles même du site, donc dans les wallets des utilisateurs. Donc ça, c'est très connu et Alphabet était le site le plus populaire. Donc après quelques jours, même après quelques heures, les gens se disaient oh mon Dieu, est-ce que Alphabet sont en train de nous faire un exit scam? Et ça, c'est très dangereux pour les vendeurs, en fait, parce que c'est les vendeurs qui, eux, se font transférer des sous dans des wallets. Donc, à ce moment-là, après 85 heures, je me rappelle, à ce moment-là, je surveillais un YouTuber dont le nom est AVI LSD, donc il couvre principalement les actualités du Dark Web. Et c'était la panique. Donc, il faisait un stream et justement, les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe avec Alphabet à ce moment-là. Donc, toute la planète Dark Web, même sur le web de Surface, était alertée lorsque le site est down. Kazais va être arrêté à Bangkok et il va être justement mis en prison tout de suite dans une prison là, spécialisée dans les criminels au niveau des narcotiques. En juillet 2017, maintenant, il perquisitionne Alphabet et la police Dutch saisit Hansa, se doutant bien que les membres d'Alphabet vont migrer là-bas. Oui, durant cette période-là, le nombre de vendeurs actifs de Hansa est passé de 1000 à 8000 vendeurs par jour, imaginez. Là. Donc, la stratégie de la police était très, très brillante là, dans le fond. La technologie qu'ils ont employée, ils disent qu'elle est secrète, mais en fait, c'est vraiment juste pour surveiller la mouvance, puis après ça, pouvoir facilement identifier les nouveaux utilisateurs et pouvoir enquêter par rapport à eux, en fait, les nouveaux vendeurs plutôt. Et ils vont le fermer, Hansa, quelques jours après, tout simplement après avoir observé cette mouvance-là. Malheureusement, le 12 juillet 2017, une semaine exactement après son arrestation et sa mise en prison, Alexandre Kazais s'est suicidé par pendaison dans sa cellule. Ça a été confirmé par les autorités de Bangkok. Il est en attente justement de se faire extradier aux États-Unis pour subir son procès. En fait, un des trucs qui ressortait, c'est que Alexandre n'aurait jamais eu droit à un avocat ou il a pas contacté d'avocat ou il s'est pas fait offrir d'avocat selon ce que la loi stipule même en Thaïlande. Donc là-dessus, il y a un petit peu, comment je pourrais dire, c'est un peu flou ce bout-là au niveau même légal, au niveau, disons, éthique que la police thaïlandaise, ce qu'elle a fait. Son suicide, même selon le lieutenant-chef, il mentionne que le suicide ne nuira en rien à l'enquête.
Moi, je dois avouer que je trouve ça bizarre comme commentaire. C'est sûr que c'est pour pas décourager peut-être et tout ça. Puis j'imagine qu'ils ont eu beaucoup de preuves, même s'il est pas mort, mais je dois avouer que c'est un commentaire que je trouve un petit peu particulier. C'est très triste, hein. On se dit qu'il a sûrement vu ce qui est arrivé à Ross Ulbricht. Oui. Ross Ulbricht a été condamné à prison à vie oui. Sans possibilité d'appel. Donc, il y a même eu une audience l'an dernier, cette année en fait, puis ça a été refusé. Oui. Ross Ulbricht va demeurer en prison. Moi, je ne défends pas ce qu'il a fait. C'est sûr que Silk Road, il y a plein de mauvaises choses qui sont transigées là-dessus. C'est évident. Par contre, ce gars-là avait vraiment une intelligence remarquable. Il aurait pu apporter beaucoup de bien à la société. Et j'imagine que quand Alexandre Cazès de sa cellule a vu ce qui lui était arrivé, il y a peut-être même qu'il avait senti la soupe chaude là, à un certain moment lorsqu'il était en Thaïlande. Et puis il s'est sûrement dit que si ça lui arrivait, il allait passer à l'acte pour ne pas subir ce qui est arrivé à Ross Ulbricht pour la même chose. Donc c'est très triste cette histoire. Ça se termine un peu en tragédie pour la famille aussi. Les parents d'Alexandre Cazès sont sortis à quelques reprises là dans les médias pour nous parler un peu de comment son fils se comportait à l'époque, de ce qu'ils connaissent de lui, parce que bon, ça faisait plusieurs années qu'il était en Thaïlande, mais c'est très triste là, pour la famille. Puis c'est un talent là, qui n'aura jamais vu le jour. Là. Non, exact. Même sa femme, là, je veux dire, on n'en parle pas. On parle le fait qu'elle a été arrêtée. Elle aussi, elle a tout perdu là. Donc, je me demande vraiment qu'est-ce qu'elle va devenir. Elle va être enfermée en Thaïlande. On s'entend que c'est pas nécessairement les mêmes conditions qu'ici, en Amérique du Nord, même si la prison, c'est pas le paradis. Donc, c'est vraiment triste, là, comme tu dis, pour tout le monde. En fait, souvent, quand on dit la personne de mort, elle, c'est terminé, mais c'est tout l'entourage qui vivent avec ce fardeau-là et cette charge-là. Là. Exactement. En fait, puis on n'aura jamais de réponse. Oui, c'est sûr que c'est lui, là, je veux dire, les preuves sont là, mais on n'aura pas plus de détails ou de tout ça, ou pas d'excuses, là, mais je trouve que c'est ça met vraiment fin au dossier, si on veut. Ben oui. Voilà. Donc, ça fait le tour, Seb, de la chronologie des événements entourant la fermeture, la perquisition d'Alphabet, de même que le décès d'Alexandre Cazès. J'aimerais revenir sur les erreurs qu'il a commis, en fait, parce que on l'a mentionné à maintes reprises, l'appât du gain a fait en sorte que, étant donné qu'il voulait devenir riche très vite, il a négligé certains trucs. Une de ces choses-là, vas-y donc, tiens, ça touche justement les emails là, qui sont sortis. Là. Oui, justement, quand on s'inscrivait sur le site web, dans l'écran d'accueil, dans le welcome, il y avait son courriel qui était là. Le fait aussi qu'il exposait sa fortune sur le forum de Rouge Vie, je comprends qu'il y avait un autre pseudo, mais quand même, tu sais, il s'exposait là aussi, là, il était pas obligé là de faire ça. C'est sûr que quand lui faisait ça, il se dit, je pense que c'est un peu naïf, puis tu te doutes pas, mais il a pas été low profile. Parce que même lorsque le fait de se filmer en train de conduire sa Porsche, puis de poster ça sur le forum, nous, on l'a souvent dit, hein, les métadonnées, on en a souvent discuté à Distorsion. C'est sûr que quand tu fais ça, tu laisses des traces. Donc, tu laisses des traces que ça a peut-être été filmé avec ton téléphone personnel, que tu peux peut-être trouver ta géolocalisation. Donc, quand les policiers, par la suite, font 1+1, ils découvrent toutes ces traces-là. C'est même un des commentaires qu'il a dit sur le forum de Rouge Vie à un certain moment, où il a mentionné que lui, il souhaitait justement devenir riche très très vite, qui a aidé à définir l'intention dans la prosécution en fait. Lorsque les avocats menaient travaillaient sur le mandat de perquisition, ça a aidé à établir le mobile du crime. Non, effectivement. Même le compte, il utilisait son compte PayPal personnel pour payer son abonnement à Rouge Vie, et la police ont mis la main dessus. Même c'était une des seules transactions qui passait dessus, c'était cette transaction-là. Ils ont remarqué la transaction régulière qui passait à chaque mois. Il y a même aussi avoir établi ces serveurs à Québec, au Québec plutôt. Faut bien les mettre quelque part, là, mais selon moi, encore là, c'est un peu naïf de les mettre chez toi. C'est sûr qu'ils devaient pas penser se faire prendre, mais encore là, les mettre chez toi, tu te mets à risque, c'est sûr qu'ils vont les perquisitionner là. Dès le départ, là, c'est t'arrêtes. C'est surtout que
En fait, tu peux pas mettre des serveurs au Québec quand tu fais sur le dark web. Tu sais, c'est trop facile pour les autorités américaines de débarquer. Des saisir, ici. Oui, exact. On le sait, les serveurs par exemple, des serveurs de je sais pas moi de WikiLeaks ou les serveurs de Silk Road à l'époque où étaient pas localisés au Québec. Là, on parle plus de pays comme l'Islande où c'est plus la Lituanie justement. Il y en avait exactement. aussi là, c'est pour ça que justement sont dans le dossier. Mais oui, tous les serveurs étaient pas là. Mais le fait d'associer ta propre compagnie dans son cas à lui qui est EBX Technologies qui est affiché sur son LinkedIn et d'avoir des serveurs de Alphabet situés là-bas, c'était pas très prudent non plus. Là. Non, effectivement. Puis surtout, je fais une parenthèse, là, mais son EBX Technologies, quand ils ont analysé un peu la structure financière et tout ça, c'était vraiment une coquille vide qui avait très, très peu de transactions d'argent, mais il se servait toujours de cette coquille-là pour ouvrir des comptes de banque un peu partout, là, justement en Thaïlande, comme on vous a dit dans la saisie. Là. Donc, pour lui, la coquille d'EBX, c'était un levier pour juste ouvrir d'autres comptes de banque, mais jamais, il y avait pratiquement pas de transactions dedans. C'était vraiment une coquille vide. L'autre chose, c'est qu'il a accordé, comme tu parlais tantôt, il a accordé une entrevue à Vice, encore une fois, avec son pseudonyme Alpha02, public, là, je veux dire, Vice, c'est public. Ben oui. Donc, avec son pseudonyme, encore une fois, il n'avait pas créé d'alter ego. C'est certain que ça va t'amener... Il n'a pas dû être bien conseillé par Zappy, là. Oh non, Trappy. Ah oui, Trappy, oui, c'est ça, effectivement. Son relationniste. Mais justement, tu sais, je me demande que, tu sais, quand on dit de Disney que ça serait la même personne, tu sais, peut-être que Disney qui a été créé un peu plus tard aussi, là, tu sais, pour créer justement un genre de vent de fumée ou du moins donner l'impression que c'était une autre personne, là, pour peut-être qu'il s'est rendu compte justement que Alpha 02 était un petit peu trop connu dans le web de surface, là. Petite parenthèse. Une autre de ses erreurs, en fait, c'est d'avoir mené ce train de vie-là à partir de la Thaïlande. Parce qu'on le sait, c'est possible d'être extradé de la Thaïlande vers les États-Unis. On l'a vu par le passé, là, dans des histoires de dark web en tournant la pédophilie et tout ça. Exact. C'est facile d'aller en Thaïlande et de t'extrader aux États-Unis pour ton procès. On le sait, Ross Ulbricht n'a pas eu le temps vraiment de se sauver, mais lui, il projetait de le faire dans les Caraïbes, si je me rappelle bien. Ouais. Donc, en Thaïlande, c'était pas le bon pays pour ça, je crois, pour runner cette business-là. En plus, il menait un grand train de vie là, de prince dans la ville, puis il se faisait remarquer même sur place par les Thaïlandais. Là. Non, c'est vraiment un choix naïf. Là. Lui qui aimait, comme on peut en déduire, il aimait beaucoup les Asiatiques. Donc, selon moi... Puis la vie coûte pas cher, de ce que je comprends aussi. Oui. Donc, il y a quand même moyen... on s'entend, il y avait les moyens, mais t'as encore plus de moyens aussi. Je pense que ça peut faire partie des motivations qu'il a choisi la Thaïlande aussi. Là. Exactement. C'est sûr que t'es loin, t'es plus loin là-bas qu'au Québec ou au Canada. Effectivement. Mais encore, au plan juridique, la Thaïlande est un bon collaborateur quand même des États-Unis. Donc, c'était pas le choix le plus judicieux. Maintenant, depuis la fermeture d'Alphabet, le dark web existe encore, en fait. Ce n'est pas fermé. Il y a encore plein de choses qui se passent là-dessus. Moi, d'ailleurs, ça me perturbe un peu parce que le dark web est devenu presque un peu mainstream maintenant, Seb. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, parce que il y a des sites sur le web de surface qui traitent d'actualité du dark web. Il y a des YouTubers qui sont spécialisés là-dedans. Moi, sans problème, en fait, j'ai pu sortir les stats là, des deux plus grands marchés actuels du dark web. Là. En fait, on prédit en ce moment que les gens vont se diriger vers Dream Market, qui est un autre gros marché, ainsi que Valhalla, qui sont les deux marchés dominants en ce moment. Puis tout ça, en fait, c'est des statistiques qui sont accessibles à tous, là, qu'on trouve sur DNStats pour darknetstats.net. Donc, des statistiques qui est comme un agrégateur de stats du Darknet. En fait, je vous dis pas ça pour vous encourager à y aller, même que en cette période-ci, avec toutes les histoires qu'on vous raconte à distorsion, vous feriez mieux de vous tenir loin de ces sites-là, en fait. Là. Donc, parce qu'ils sont extrêmement surveillés là, par la police, on le voit là même. Si nous, on est capable de trouver tout ça, imaginez les autorités avec des mandats, puis tout ça. Là, donc, moi, je m'inquiète un peu, pas que je m'inquiète, mais j'ai l'impression que le dark web étant devenu mainstream, il doit avoir quelque chose d'autre qui se prépare, là, un darker web. Ou quelque chose comme ça. Un autre couche, peut-être un peu plus sécurisé, mais en même temps, tu sais, à un moment donné, c'est un réseau, c'est juste un autre réseau qu'il faut utiliser, une autre porte d'entrée pour y aller. Oui, elle est plus sécuritaire, entre guillemets, elle est plus encryptée, pas plus sécuritaire, mais elle est plus anonyme, techniquement. Mais dans le fond, ça devient un autre Internet. Puis qu'il n'y a rien qui empêche personne d'y aller. Donc,
C'est sûr que, je veux dire, c'est un peu comme dans la vraie vie, là. La police arrivera jamais à arrêter tout le monde, tous les vendeurs. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on est à se questionner. Le dark web, pas qu'il est remonté sur le web de surface, mais il y a vraiment une accessibilité qui était pas là avant. C'était pas mainstream. Maintenant, installer Tor, tu sais, c'est pas si compliqué que ça, là. Non. De faire tout ça. Puis même, je trouve que, un peu comme tu disais, tu sais, toutes les discussions que j'ai vues sur Reddit par rapport à des gens qui avaient des problèmes de transactions sur Alphabet. Oh mon Dieu. Tu sais, faut vouloir, là. Tu sais, je sais bien que la police arrête pas les individus généralement. C'est un peu, pas des efforts perdus, mais déployer les ressources pour un individu, ça vaut pas la peine. Mais quand même, tu sais, je trouve que les gens, ils sont pas prudents. Puis j'ai l'impression que, puis souvent, on s'entend, ça doit être des plus jeunes là, qui achètent de la drogue et tout ça. Donc, ils connaissent pas tout, t'es un peu plus naïf, donc il y a moyen de se faire pogner quasiment plus facilement. Là. Ben là, on le sait, ils l'ont fait avec Hansa, donc ils ont perquisitionné Hansa, ils ont attendu, et puis ils ont ramassé tous les nouveaux utilisateurs de Alphabet. Imaginez-vous, ils sont peut-être en train de faire la même chose avec Valhalla puis avec Dream en ce moment. Donc, faites pas ça, là. T'sais, nous, on vous le déconseille, là, lancez-vous pas là-dedans. D'après moi, c'est sûr que vous êtes, vous allez vous retrouver sur une liste à quelque part. Non, puis ils ont compris la recette, tu sais, dans le sens, oui. Je le vois, là, avec Silk Road, c'est normal, c'était nouveau, là, c'est un peu comme tout, là. Mais là, ils ont bien compris la recette, là. Je veux dire, Alphabet, il l'infiltre depuis 1 an et demi, là, donc, on le voit bien, là. Ben Seb, encore une fois, histoire passionnante, triste à la fois. Encore une fois, le Québec a été mis sur la map là, pour des raisons un peu douteuses, si on veut. Mais tout ça est très triste pour la famille d'Alexandre Cazès, puis très triste aussi pour les gens qui ont eu des problèmes avec justement le fentanyl qui a été livré de Alphabet. Donc une histoire émouvante sur tous les plans, je devrais dire. On vous remercie d'avoir resté avec nous tout ce temps-là. Si vous avez apprécié, allez nous donner un 5 étoiles sur iTunes. Et où est-ce qu'on peut nous rejoindre, Seb, entre-temps? Parce qu'on est toujours actifs, nous autres. Là. Oui, entre autres sur notre site distorsionpodcast.com. Vous pouvez avoir tous nos épisodes, les fils RSS pour vous abonner, iTunes, Google Play, Stitcher, Deezer, whatever. Les Québécois aussi, Balado Québec, on est là. Oui, exactement. RZO, tout ça. RZO Québec, Balado Québec, parce qu'il y a eu des fusions, là. Donc, on est sur tous ces répertoires-là. Vous pouvez aussi nous googler. Et si vous voulez vous amener à la discussion avec nous, en fait, on a le groupe Facebook qui est sur Facebook, en fait. Soit que vous allez sur notre fanpage Distorsion Podcast sur Facebook et dans le haut de la page, il y a un lien directement sur le groupe où vous tapez groupe Distorsion dans l'outil de recherche de Facebook et vous allez nous trouver. Vous allez voir, on a une belle communauté qui discute d'un peu de tout. Là, on déroge, pas qu'on déroge, là, mais on traite un peu de tout qui tourne à la distorsion. Là. Dans le fond, c'est vraiment agréable. Des choses qui peuvent sortir un peu de notre ligne éditoriale. Exactement. Et on a aussi un compte Instagram qui est Distorsion Podcast sur Instagram et un compte Twitter Distorsion Pod. Donc voilà, et vous pouvez aussi nous contacter par la messagerie de la page Facebook si vous voulez nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous parler et de répondre à vos questions. Merci de vos bons mots, ça fait toujours chaud au cœur. Vous nous écrivez à chaque semaine, des gens d'un peu partout, même de l'Europe qui nous rejoignent. Donc nous, ça nous encourage à continuer. C'est pour vous qu'on fait ça. On est heureux d'être retour pour la saison 2, puis on continue. On a plein d'autres sujets. N'hésitez pas à nous en suggérer. Entre autres, il y a plusieurs de nos épisodes qui sont des suggestions d'auditeurs. Cicada en était une qui nous a été suggérée à maintes reprises. Et puis, bien, merci de nous supporter. Seb, as-tu un mot de la fin pour nous, là? Ne laissez jamais l'appât du gain prendre le contrôle sur votre vie.